Bienvenue dans La Voix rayée, voici l'épisode 25. Je vais vous raconter le combat d'une mère dont le fils HPI a été interné à tort pour schizophrénie. Aujourd'hui, je vous propose un témoignage fort, rare et bouleversant. Celui de Florence, mère d'un adolescent diagnostiqué à tort schizophrène, interné, médicamenté, isolé, alors qu'il était simplement HPI. Ce récit n'est pas seulement une histoire individuelle, il révèle les failles d'un système médical mal préparé à reconnaître la différence cognitive. Florence l'a raconté dans un livre qui s'appelle Hors normes, le parcours du combattant aux éditions Edilivre. C'est un ouvrage poignant qui a pour objectif de montrer comment la machine de la psychiatrie peut s'emballer très rapidement et qui se veut un outil de prévention pour que d'autres familles ne vivent pas ce même cauchemar. Dans cet épisode, Florence revient sur cette spirale qui a failli broyer son fils, sur le silence, l'incompréhension et l'impossible place laissée aux parents. Une parole essentielle pour toutes les familles concernées et pour tous les professionnels qui un jour croiseront un jeune en souffrance atypique. C'est le premier volet d'un diptyque. La suite nous racontera comment la lumière est heureusement revenue, mais d'abord, le basculement. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Franck Robert et je suis votre accompagnateur dans ce voyage dans le haut potentiel intellectuel. Bon, Florent, je suis ravi qu'on se retrouve pour cette interview parce que j'ai découvert ce livre, c'était en août dernier. Oui. Et ensuite on s'est rencontrés, on a parlé de votre parcours et tout de suite j'ai eu envie de présenter votre ouvrage et votre aventure dans mon podcast parce que c'est exactement l'objectif que je poursuis, d'informer les parents et d'aider les parents à me comprendre, à la fois ce profil et à la fois l'accompagnement qui est compliqué et peut-être quelques risques qu'il y a qui rôdent autour des parents. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a poussé à écrire le livre? Alors, ce qui m'a poussée à écrire le livre, c'est le parcours de mon fils qui a duré quand même quelques années et qui allait à l'encontre de tout ce que l'on avait imaginé pour lui. Et c'est surtout l'idée d'une énorme injustice qui nous est tombée dessus. Et le but, c'était d'éviter que ça se reproduise ou au moins d'aider des personnes qui sont confrontées au même type de problème. Et quand on vit pendant 5 ans entre le début et vraiment la fin de tout ça, il s'est écoulé 5 années. Et pour moi, ça a été un petit peu vol au-dessus d'un nid de coucou dans ma famille. Et c'était tellement terrible que il n'y avait pas moyen de rattraper ça, c'était une injustice totale. Et la seule façon de sortir quelque chose de positif, c'était que ça serve au moins à quelqu'un. Et nous, on n'a pas pu s'en sortir plus rapidement, au moins que mon témoignage écrit puisse aider les familles à éviter peut-être ce qu'on a vécu et qui est vraiment le pire que l'on puisse imaginer en la matière. Et alors, comment s'est déroulée l'écriture du livre? Est-ce que ça a été cathartique? Est-ce que Ça a c'était difficile? Ça n'a pas été difficile. Bon, d'abord, je n'ai aucun problème pour écrire de manière générale. Donc, j'aime beaucoup écrire. C'est pas que j'avais pas écrit de livre jusqu'à présent, mais j'écrivais facilement. J'ai toujours écrit facilement. Et quand on a sorti un petit peu la tête hors de l'eau, quand on a compris que notre fils était vraiment différent de ce que l'on nous avait dit en hôpital psychiatrique, quand on a compris qui il était, pour moi c'était vraiment très simple de relater tout ça. Puis les faits étaient vraiment très clairs dans mon esprit. Donc ça a été quelque chose d'assez libérateur en plus. Et je l'ai écrit en quelques semaines, enfin vraiment très rapidement, parce que tant que c'était frais dans mes mémoires, tout le déroulé de la situation, je voulais vraiment le retracer. Et ça a été vraiment assez simple en fait. Et puis je voulais quelque chose qui ne tombe pas dans la sensiblerie. Je voulais vraiment relater les faits de façon très claire, très concise, très précise et aisément compréhensible par tous. Moi je suis tombée dans le milieu psychiatrique vraiment sur un malentendu. Je n'avais jamais fréquenté ni psychologue ni psychiatre. Je connaissais même pas la différence entre psychologue et psychiatre par exemple.
j'avais jamais eu aucun problème avec aucun des enfants, de mes autres enfants, auparavant. Donc c'était vraiment un milieu que j'ai découvert, à cette occasion, malheureusement, que j'ai malheureusement découvert et donc je voulais que ce soit vraiment accessible, très facilement, donc facilement lisible, parce que moi j'aurais bien aimé en fait, je me suis dit que si j'avais lu ce genre d'ouvrage ou si, j'avais eu ce genre de contact avant, j'aurais pu éviter, beaucoup d'ennuis à mon fils, en fait. En lisant votre récit, on voit que Cyril a vécu une période de doute à la fin de la classe de première. C'est peut-être son faux self qui ne tenait plus et qui menaçait de l'épuiser. Comment ça s'est passé selon vous? Quand il avait donc changé de lycée entre-temps pour aller en lycée professionnel pour que ce soit, parce qu'il voulait pas faire d'études, trop compliquées. En fait, il disait que c'était trop difficile, qu'il en avait marre de réfléchir, qu'il voulait faire des études où ce soit vraiment facile. Donc, l'apprentissage, on n'avait rien trouvé qui l'intéressait, donc, il est allé en lycée professionnel, juste après les débuts de la terminale S, il a obliqué en lycée professionnel et là vraiment, et beh, c'est là on a vu que ça allait pas mieux quoi finalement. C'était pas un problème scolaire. C'était pas du tout un problème scolaire, c'était, un problème en lui et il s'est rendu compte que ça n'allait pas mieux pour autant. Qu'est-ce qui vous a amené à ce moment-là à consulter un psy? C'est quand il est rentré en terminale, scientifique au lycée donc, ici et c'est à la réunion parents-professeurs, du début d'année, c'est-à-dire que ça devait faire peut-être, la rentrée devait avoir eu lieu 15 jours, 3 semaines avant et là, c'est un enseignant qui est venu me voir à la fin de cette réunion et qui m'a prise à part et qui m'a dit: «Il faudrait que je vous parle de votre fils». Ah bon, très bien, alors que c'était pas une réunion, parents-prof, c'était juste la réunion d'accueil en fait, mais comme on s'était présenté, enfin les parents, il avait demandé les noms des parents et là, il est venu me trouver donc et puis là, il m'a dit, «Je pense que votre fils ne va pas bien. Je me rends compte qu'il est pas heureux et il regarde tout le temps, dehors et on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas». Bah, je l'ai remercié puis en rentrant à la maison, la 1re question que j'ai posée à mon fils, je lui ai demandé, bah, qu'il y avait quelque chose qui le chagrinait ou quelque chose qui allait pas et là, il m'a dit: «Beh, les études, ça va pas du tout, c'est plus pour moi, il faut absolument que je change de voie». Bah, je lui ai dit: «Écoute, c'était pas un problème, on en avait déjà parlé l'an dernier, on peut très bien, modifier, les choses, hein, c'est pas du tout un souci». Donc vous consultez des psychiatres à ce moment-là? Et bah, à ce moment-là, c'est là qu'il me dit: «Je vais pas bien» et moi je lui ai dit: «Est-ce que tu voudrais, en discuter avec un professionnel?» Et là, il me dit: «Oui». Donc il était vraiment, je lui ai dit parce que bon, je suis peut-être pas la bonne personne non plus, si l'enseignant m'a l'air, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. «Est-ce que tu voudrais voir un psychologue?» par exemple. Il me dit: «Bah oui, j'aimerais bien». Alors j'en ai parlé au médecin traitant qui m'a dit, aller voir le centre médico-pédagogique, CMP, adolescents, et puis vous verrez, il y a des équipes, qui sont à l'écoute, ça ira très bien et il faut pas vous inquiéter. Moi, j'ai pris rendez-vous, j'ai suivi le conseil du médecin traitant, j'ai pris rendez-vous au CNP. J'ai eu un rendez-vous peu de temps après, en fait, avec une équipe, pluridisciplinaire qui ne comprend pas de psychiatre. Le premier accueil, c'est une équipe, avec une psychologue, une infirmière, une assistante sociale, je crois. Donc il y a 3-4 personnes qui vous reçoivent en famille. Et puis, bah, là, ça s'est fait assez rapidement. On a été très bien reçus. On a écouté la famille dans l'ensemble. Ensuite, mon fils, tout seul. Et puis, et à la suite de ça, on nous a dit, bon, le mieux, ce serait qu'il arrête l'école tout de suite et donc il n'aille pas en classe pendant quelque temps et surtout, il va voir de toute façon un médecin psychiatre, mais il y a quand même un certain délai, il y a quelques semaines. D'ici là, il vaut mieux qu'il reste à la maison parce que voilà, moi j'étais quand même un peu inquiète. J'ai demandé: «Beh, qu'est-ce qui va pas?» «Bah, c'est compliqué, c'est compliqué». Bon. C'est là que le diagnostic tombe, presque instantanément. Qu'est-ce qui, selon vous, a conduit à une telle décision? Je pense que c'est, le discours, qu'a tenu, mon fils en fait. Il a dû tenir des propos qui les ont vraiment affolés. Peut-être des propos où il disait que, je pense, enfin je sais pas exactement, des propos, comme quoi la vie ne valait peut-être pas la peine d'être vécue ou je pense des propos certainement assez alarmants. Ça je veux bien l'entendre. Mais, mais quand même avec du recul et puis j'en ai discuté pas mal avec Cyril,
il m'a toujours dit que de toute façon, depuis le début, ils n'ont rien compris et que toutes ses paroles étaient déformées systématiquement. C'est-à-dire que lui, ce qu'il exprimait, et pourtant il s'exprime parfaitement bien, c'était toujours déformé et les personnes ne comprenaient pas, ce qu'il voulait exprimer et je pense il devait avoir enfin, je pense qu'il était à ce moment-là, il devait bon, c'était en pleine adolescence, il devait jouer un rôle depuis qu'il était petit, certainement pour essayer de s'adapter, à ce qu'on attendait de lui et puis, arrivé un moment, ça c'est un peu comme une cocotte minute qui explose. Je pense qu'il n'en pouvait plus de jouer un rôle, de ne pas être qui il voulait vraiment être et puis de pas pouvoir, être naturel quoi, en fin de compte et le fait d'expliquer tout ça, je pense que d'après ce que j'ai pu comprendre, hein, c'est que les psychiatres ont assigné ça à de la schizophrénie parce qu'on entend éventuellement des voix ou mais je crois vraiment que c'est ça, parce qu'après j'ai quand même étudié pas mal, ce que c'est que la schizophrénie. C'est très simple en fait, les psychiatres pour, définir une schizophrénie, il y a quelques facteurs. Si le jeune présente tel facteur, ben, pof, ça y est, il rentre dans la case schizophrène et le souci, c'est qu'une fois qu'un diagnostic a été posé, il est repris systématiquement par, tous les autres soignants. Et on s'en est rendu compte parce que ça a duré des années où on n'a jamais pu ce quart d'heure a été, vraiment maléfique parce qu'en fait, le diagnostic a été posé et après c'était foutu pour en sortir. Fichu, vraiment, fichu foutu, il y a pas d'autre mot. Après, c'était impossible d'en sortir parce que, c'est écrit noir sur blanc et que le dossier suit votre enfant en permanence et que vous avez beau essayer de contrer, d'expliquer, de montrer d'autres, approches, il y a pas moyen de s'en sortir et si on n'avait pas enfin, je pense que ça pouvait durer toute la vie comme ça. C'est ce qu'il nous présentait de toute façon. Et comment Cyril a vécu cette période? Et mais lui, je pense qu'il était soulagé qu'on le prenne en charge quelque part, qu'il soit, un peu écouté finalement. Alors c'est pas dès le départ qu'il m'a dit, «Ils ont rien compris» parce que lui, il savait pas que ce diagnostic, il l'a pas connu. D'ailleurs nous, on l'a connu très longtemps après ce diagnostic parce qu'il voulait pas nous dire de toute façon. On restait toujours très vague. Des problèmes des troubles psychotiques, mais enfin, en fait, le diagnostic a été posé dès le départ, mais on n'a pas voulu nous dire. Il est trop jeune pour qu'on puisse poser un diagnostic. Bon, en même temps, il s'engageait pas trop non plus. Mais lui, il était content parce qu'en fait, c'était des personnes qui étaient très bienveillantes, hein, qui lui ont dit: «Beh, on va t'hospitaliser pendant quelque temps, tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. On va être à ton écoute, on va te soigner», mais en fait, tout de suite, ça a été pris comme une maladie. En fait, pour eux, dès le départ, ils ont décidé que mon fils était malade, en fait. Et je vois pas d'où ils pouvaient sortir ça, mais pour eux, ça a été tout de suite, maladie, traitement de choc, médicaments, hospitalisation. C'est des médecins, donc il faut soigner, donc il faut donner des médicaments et il faut aller en milieu hospitalier. Pour eux, c'était très grave de toute façon. Alors je sais pas ce qu'ils leur avaient dit pour imaginer ça. Je pense qu'ils ont vraiment ouvert le parapluie comme ils font souvent. On peut comprendre, mais bon, ils n'ont pas cherché non plus à comprendre, énormément. Et mon fils était soulagé parce que, bah, il se disait: «Bon, je vais aller mieux en fin de compte», parce que lui, il se sentait vraiment pas bien en fait. Il se sentait incompris de tout le monde. Il se sentait incompris de la société, de ses copains, du lycée, sans doute de sa famille aussi, hein, c'est fort possible et même si jusqu'à présent il montrait un naturel plutôt enjoué, il faut dire que là, il était depuis quelque temps, il était vraiment pas bien, dans sa peau. Alors moi, je mettais ça un peu sur le ton de la crise d'adolescente, mais ayant eu 3 adolescents quand même avant, et en fait, c'était pas ça du tout. À ses yeux, il a donc l'impression d'être pris en charge correctement ou pour la première fois d'être vraiment écouté? Au début, bah, comme c'était quand même assez récent tout ça, il a eu l'impression je pense que c'est la prise en charge qui devait le rassurer, parce que je pense qu'il était très inquiet en fait de sentir après j'ai compris qu'il se sentait tellement différent des autres que ce qui l'inquiétait, c'est de pas pouvoir, vivre, en étant aussi différent. Parce que c'était une complication extrême en fait. Il savait pas comment s'adapter tout simplement. Donc pour lui, c'était un soulagement, il s'est dit: «Beh, je vais aller dans un endroit où on va me comprendre» en fait. C'était vraiment ça. Sauf qu'on n'avait pas choisi le bon endroit pour lui, ça n'a pas Quel a été l'impact de cet internement sur la vie familiale et sur votre relation à tous les deux? moi, de toute façon, j'ai bien senti que depuis le départ, la famille avait enfin, moi, on m'a vraiment mise en cause, presque systématiquement. C'est vraiment au départ, si mon fils va pas bien, souvent c'est la faute de la mère. Ça, on m'a bien expliqué, vraiment et mon fils a été suivi par une psychologue pendant 6 mois. Il avait obligation d'un suivi avec une psychologue qui lui a vraiment répété que c'était la faute de sa mère pendant 6 mois et là, il en a eu ras-le-bol.
Mais c'est arrivé à un tel stade qu'à un moment, il faisait vraiment la tête, quoi, en fait. Qu'à force qu'on lui dit que sa mère était derrière tout ça, forcément, il a fini par entendre totalement. Et heureusement, après, il a quand même son compte à soi, et donc il a pu réfléchir un petit peu. Mais les parents, non, on a été vraiment. On avait le droit d'appeler le soir, mais on savait juste s'il avait bien mangé, s'il avait bien dormi, ou ça s'arrêtait là. C'est effrayant, en fait. C'est effrayant. Et puis après, on a commencé à pouvoir le revoir. Mais en fait, au bout de 15 jours, mon fils a eu droit de téléphoner, enfin. Et un des premiers coups de fil qu'il a donné, il m'a appelé, j'étais à mon travail. Et il m'a dit tout de suite, maman, il faut que tu me sortes de là, parce qu'ils sont complètement fous, ils ne comprennent rien. Et si tu me laisses là-dedans, moi, je vais devenir fou, c'est sûr. Donc, il faut que tu me sortes de là. Et justement, le lendemain, on avait rendez-vous avec la psychiatre. Ça faisait 15 jours d'hospitalisation, on avait rendez-vous pour un point avec la psychiatre. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux tenir jusqu'à demain? Il m'a dit, oui, mais tu viens demain, c'est sûr. Je dis, oui, demain, je viens et je te sors de là, je te promets. Et là, ça a été le début des embêtements. Vous vous souvenez de la façon dont les médicaments ont été introduits? À quel moment? Ça a été très rapide, non? Oui, parce qu'en fait, au départ, c'est vrai, je m'étais adressée à un ami de la famille qui est psychiatre et qui avait dit, qui n'a pas voulu le voir, peut-être parce qu'il me connaissait, j'en sais rien, et puis qui avait dit, il faut prendre il n'a qu'à aller voir quelqu'un et puis prendre des calmants. Voilà, c'est ça. Vraiment, ça a été ça tout de suite. Alors que c'était un psychiatre que je connaissais de longue date, je pensais pas du tout qu'il allait réagir comme ça. Et effectivement, c'est ce qu'on nous a proposé dès le départ. De toute façon, on nous a parlé de traitement. Du premier moment où on a vu quelqu'un du milieu psychiatrique, dès le premier instant, on nous a parlé de médicaments. De toute façon, votre fils est malade, il a besoin d'un traitement, on va lui donner des médicaments. Et là, c'est un cercle vicieux parce que Complètement. cette médication de la situation de Cyril, en fait, va diminuer sa capacité aussi à réagir C'est énorme. et sa capacité à développer son THPI pour pouvoir apporter une... Exactement, donc c'est terrible parce qu'en fait, en plus on a médiqué à haute dose, parce que au départ, il préfère donner beaucoup que pas assez, ça trop que pas assez. Donc c'était vraiment violent et on l'a vu vraiment s'enfoncer dans une certaine léthargie, avec un traitement qui ralentissait. En fait, c'est un traitement qui ralentit l'idéation, c'est-à-dire la fabrication. Vraiment, c'est une chape de plomb sur le cerveau. Vous diriez que Cyril a gardé une forme de stratégie intérieure? Il a toujours été lucide, en fait. Même quand il était en chambre d'enfermement pendant 3 jours, pour en sortir, parce qu'il aurait pu rester plus longtemps, pour en sortir, il a été plus intelligent que les soignants. Il a essayé de comprendre ce qui les motivait et il leur a dit tout ce qu'il voulait entendre, tout simplement. En fait, il a réfléchi, comme il n'avait que ça à faire, réfléchir. Il a réfléchi sur le meilleur moyen de sortir le plus rapidement possible de la situation. Donc finalement, c'est son haut potentiel qui va aider. Tout ça fait, il appuyait en ses ressources. À vous écouter, on a l'impression que vous n'aviez plus la main, que tout s'est mis à glisser malgré vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette spirale s'est enclenchée, étape par étape? Oui, au départ, ce qui a été le plus violent, c'est qu'il a été, suite à l'entretien avec la psychiatre qui disait qu'il fallait une hospitalisation, ça a été encore plus brutal parce qu'elle avait dit qu'il fallait quelques semaines pour trouver une place. Et elle a fini par elle pensait lui trouver une place dans une clinique privée parce que ça serait plus facile. Et puis en fin de compte, il a trouvé une place dans un hôpital public au bout de 3 jours. Ça a été, et c'était un service où il n'y avait que 12 lits pour tout Midi-Pyrénées. Et là, j'ai pensé, je me suis dit, c'est vraiment hyper grave parce que 12 lits pour tout Midi-Pyrénées, on me dit qu'il y a beaucoup d'attentes et là, mon fils y est en 3 jours, c'est que vraiment, c'est très, très, très grave. Et là, je savais même plus quoi penser. Et j'étais presque soulagée qu'il aille se mettre à l'abri dans un hôpital psychiatrique, en fin de compte. C'est comme ça qu'on prenait les choses au départ. Et quand je l'ai accompagné pour l'hospitalisation, même si le service était que des jeunes, forcément, que ce soit les soignants d'ailleurs ou les jeunes qui étaient pour les 18-25 ans, donc il n'y avait que des jeunes. Il y a des douzaines de lits, donc c'était vraiment un petit service familial. Par contre, là, j'ai compris que c'était quand même c'était pas une colonie de vacances parce que il y avait des grilles partout. Et puis, on a touillé ses affaires pour être sûr qu'il n'y ait pas de rasoir, de ciseaux, c'était compliqué. Là, j'ai vraiment compris qu'on allait dans un monde qui était complètement à l'opposé de ce qu'on avait connu jusqu'à présent, qui était la vie normale, en fait. Et voilà comment, en quelques semaines, tout un système s'est refermé sur un adolescent simplement en souffrance.
Mais l'histoire de Cyril ne s'arrête pas là. Dans le prochain épisode, on verra comment, malgré les étiquettes et les traitements imposés, il a trouvé le chemin de la lucidité, du refus intérieur et surtout de la reconnaissance de son haut potentiel. Un parcours de reconquête entre intuition, résilience et rencontres décisives. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec vos connaissances qui aimeraient en savoir plus sur le HPI. La voix rayée, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un prochain voyage. Au revoir.